En ce 31 décembre 1992, on voit quand même que la fin du monde n'est pas encore pour demain, heureusement. Mais il y a des problèmes, et on les a posés, sur des problèmes de pollution, d'environnement, des problèmes démographiques, mais effectivement, il convient de les traiter avec prudence et vigilance, mais il ne convient pas non plus de s'alarmer. Sauf vous, monsieur Gimigueux, vous êtes plus pessimiste, je crois. Vous avez écrit beaucoup de livres sur les extraterrestres, déjà, notamment Nos maîtres, les extraterrestres, aux presses de la Cité. Et alors vous êtes totalement pessimiste. Oui, on le voit, hein. Aucun on le voit, problème. c'est bien. Oui, J'ai pas de reflet. Bon. Pas de reflet, tout va bien. Alors, vous qu'est-ce que vous dites? Il y a quand même, si j'ai bien vu votre livre, il y a quand même un complot quelque part? Oui, il faudrait dire, tout d'abord, qu'en 1985, un de mes amis astronomes m'a révélé une chose inquiétante, à savoir qu'à partir de 85 à peu près, une partie des informations concernant les activités solaires ont été mises sous le boisseau. Pourquoi? J'ai fait une petite enquête. Il semble bien, oh bien sûr, le complot auquel vous faites allusion, André, il est bel et bien existant. J'en ai les preuves ici. C'est qui? Non mais attendez. Oui. On sait donc pas. Alors dans les activités solaires, des informations ont été mises sous le boisseau. Voilà, absolument. Je ne suis pas convaincu que cette histoire d'élévation de la température que l'on constate de façon rigoureuse va se poursuivre pendant longtemps. Je pense qu'une sorte de renversement va se produire. Je ne parle pas du changement polaire. Le paléomagnétisme prouve à l'évidence que la Terre a basculé sur son axe souvent. C'est indéniable, ce n'est pas discutable. Je pense à autre chose. Il semblerait que nous allons vers un nouvel âge glaciaire. Alors bien sûr, on nous a dit, Madame a raison de dire que c'était dans 4 milliards d'années qu'on commencera à se faire du souci pour la fin de la Terre. Mais là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce nouvel âge glaciaire, s'il vient, ce ne sera pas dans 10 000 ans, ni dans 1000 ans. On devrait enregistrer les premières atteintes, disons dans les 50 ans ou dans le siècle qui vient. Ah bon? Moi, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Les recherches qui vous permettent d'affirmer cela? Alors, les recherches que j'ai faites, cet astronome qui nous a parlé, qui nous a révélé autre chose, qui apparaît caché ici parce qu'il risque sa peau. C'est vrai, il apparaît visage caché, sa voix a subi une triple distorsion électronique, c'est vrai aussi. Non mais attendez, qu'est-ce qu'il vous dit? D'accord, il est caché, il a peur, et qu'est-ce qu'il vous dit cet astronome? Cet astronome... Alors qui sont les complots qui mettent les nouvelles sous le boisseau? Il faut donner des précisions. Alors voilà les précisions, vous en voulez, je vais vous en donner. Absolument. Il existe des trois précisions, groupes... des noms, des faits, sinon on ne vous croira pas. Il existe trois groupes qui exercent une influence terrifiante sur l'espèce humaine. Trois groupes. Oui, la trilatérale. Trilatérale, c'est trois. L'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon, à charge pour ces trois partenaires de se partager la planète avec des zones d'influence croissantes. C'est le tiers-monde qui en fera les frais. Alors, d'abord, c'est première partie. Nous ensuite. Je vous dis, Raymond Barre fait partie de la trilatérale, donc Raymond Barre exerce une influence néfaste sur la planète. Il n'y a pas que Raymond Barre. Moi, je ne dis pas que M. Barre, M. Dupont, M. Durand... Non, mais vous parlez de la trilatérale. La trilatérale, il n'y a pas qu'elle. Alors, second groupe. Le groupe des Bilderberg, qui est un groupe un peu moins connu. Et le CFR, le Council on Foreign Relations, Conseil des Relations étrangères, dont le siège est également à New York, à Manhattan. Ces organismes, qui sont une sorte de super mafia, c'est facile de rire, parce que le public a été conditionné depuis un demi-siècle pour répondre par des sarcasmes dès l'instant où on aborde le domaine du complot, qui est lié au problème de l'ufologie, c'est-à-dire l'étude des extraterrestres et autres, dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Oui. Alors quand on sait... Qu'est-ce qu'ils font? Parce que vous dites complot. Complot contre quoi? Ils font quoi, ces gens-là? À supposer que vous ayez raison, il faut très précisément... Ça reste à prouver. Mais... à supposer que vous ayez raison, Gimigueux, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui empêchent les informations sur les activités solaires de passer? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Il existe dans le sud de l'Australie une ville relativement importante, qui est fermée, qui est close, dont les édifices sont clos, une ville où aboutissent les terminaux d'ordinateurs les plus importants, dont ceux de la Banque mondiale. Il existe également
une zone très importante de communication qui dépend de Deakin Street, qui est le centre des télécommunications australiennes, à Sydney. Et c'est là qu'aboutissent ces réseaux. Autrement dit, si cette hypothèse de travail, qui est un peu plus qu'une hypothèse de travail, se vérifie, dans un délai de 50 à 100 ans, les premières perturbations d'inversion de température vont se produire et il y aura des problèmes à 2 ou 3 000 km de part et d'autre de l'équateur. Il y aura donc une bande qui va ceinturer la Terre autour de... Sur cette bande, évidemment, ça ira moins mal qu'ailleurs. Mais Jimmy Gueux, excusez-moi, juste un mot. Quel intérêt ces gens-là ont-ils à nous frigorifier et à se frigorifier? Ils n'ont pas intérêt à nous frigorifier. Ce sont des problèmes géologiques qu'on ne maîtrise pas. Ah. Si justement, je voudrais juste demander si ces gens-là sont responsables des éruptions volcaniques. Non, pas du tout, mais c'est pas ce que je dis. Non, mais si vous voulez, le problème c'est facile de tourner en dérision. Je ne tourne pas en dérision, moi je dis juste, je vais vous donner un argument. Qu'il y ait des glaciations, que la planète se refroidisse, ça c'est une évidence. On en a des enregistrements tout au long de l'histoire de la Terre. Et le refroidissement programmé, il a commencé. L'éruption du volcan Pinatubo, il refroidira la planète pendant 10 ans, de quelques degrés, c'est 1 ou 2 degrés. En moyenne, à la surface du globe, la température va baisser à cause de cette éruption. Donc c'est indépendant de n'importe quel lobby, a priori, pour l'instant. Mais ça n'a rien à voir. Ils vont profiter, les ayants droit, vous permettez que je termine, les ayants droit qui ne sont pas nécessairement ceux d'aujourd'hui, parce que dans 50 ans, je ne serai plus là, beaucoup d'ayants droit non plus. Non, ils vont profiter de quoi? Oui, alors, cette ville qui existe, qui est une ville neuve, qui n'est pas une ville fantôme, c'est pas la ghost town de l'Ouest. Non, d'accord. Ils vont profiter de quoi? C'est pour recevoir le futur gouvernement de la Terre, qui aura des représentants d'un peu tous les domaines, de toutes les nations, avec probablement des endroits qui descendront de ceux qui sont les endroits d'aujourd'hui. D'accord, je comprends. Alors, vous dites gouvernement de la planète. C'est un chercheur australien. C'est peut-être une chance pour la planète d'avoir un gouvernement unique. C'est peut-être une chance pour la planète d'avoir un gouvernement unique. C'est peut-être une chance pour la planète d'avoir un gouvernement unique. Oui, seulement. Il y a quand même quelques problèmes aussi. Il y a une gigantesque conspiration également financière. C'est pas moi, je ne suis pas un spécialiste. C'est un de mes collègues australiens, Cometa, qui m'a fait l'amitié de me passer les documents qui sont publiés là-dedans. Voilà. Et alors, pourquoi le complot? Pourquoi la vis? Pourquoi on met sous le boisseau certaines informations scientifiques? Eh bien, je parle évidemment pour tout ce qui concerne les ovnis, qui était la pire des choses qui pouvaient arriver à l'espèce humaine. Oui, mais j'y viens. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à la trilatérale, il y a aussi un ministre qui en fait partie. C'est M. Henri Curien. M. Henri Curien. Il y a également de Montréal. Montréal. Des gens de top niveau. Des gens extrêmement éminents, ce ne sont pas des gens comme moi qui n'ont pas de titre scientifique. Moi, je suis un fouineur, je suis un pêcheur de tourner en rond, et il en faut, heureusement. Très bien. Alors, ces gens-là qui maîtrisent l'information... Ces gens-là préparent leur retraite en Non, Australie. pas eux, puisque comme moi, ils ne sont plus là. Ou leurs descendants. Bon, Jimmy Gueux, non, mais il faut s'en rappeler. C'est une hypothèse. Et c'est pourquoi les gouvernants secrets existent bien. Les gouvernants secrets. Et ça, c'est inquiétant. Enfin, disons que c'est une hypothèse qui reste à prouver, il y aura du travail. Mais et surtout écologiste, qu'est-ce qui est prioritaire par rapport à ce qui s'est dit et par rapport à... Qu'est-ce qui est prioritaire pour... justement, essayer de reculer, en tout cas, tout risque, en tout cas, de catastrophe. Bien, je crois que, contrairement à ce qu'on dit parfois, la science n'a pas en effet un principe d'unanimité. C'est-à-dire tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Et c'est justement ça qui nous intéresse. Je prends un autre exemple qui est fort d'actualité encore malheureusement, c'est l'histoire du sang contaminé. On avait l'impression que la plupart des experts qui entouraient les ministres étaient tous d'accord. Moi, ça m'inquiète quand les experts sont tous d'accord. Au contraire, quand il y a des polémiques, y compris dans le champ scientifique, c'est même disons, on peut dire l'essence du champ scientifique, c'est qu'il y a des théories qui s'affrontent. À ce moment-là, les politiques doivent se poser des questions. Et dans ce cadre, disons, fin du monde, en tout cas fin d'année, eh bien, je crois qu'il faut appliquer ce qu'on peut appeler un principe de précaution politique.
qui est très simple, c'est que mieux vaut, d'un point de vue scientifique, avoir approximativement raison maintenant et prendre les mesures nécessaires, plutôt que totalement raison trop tard. Donc, dans le cas de l'effet de serre ou dans le cas de la démographie, il y a certaines mesures. Pour l'effet de serre, c'est très simple. Vous savez qu'on dit parfois, c'est un exemple très frappant, comme disait M. Valin, il faut partager les ressources. La plus grande catastrophe écolo qu'il pourrait y avoir maintenant, c'est que tous les Chinois aient une mobilette. Ça va vous augmenter l'effet de serre de moitié d'un seul coup. Or, nous, on a des bagnoles. Il faudra partager. Peut-être que nous, on prend un peu de mobilette et puis... Imaginez la catastrophe si tous les Chinois avaient des bagnoles. Ça serait pire. Par conséquent, il y a un principe de partage et on peut dire de modération dans notre consommation, en particulier en ce qui concerne les énergies fossiles, quoi. Un peu moins de pétrole, un peu moins de gaz, un peu moins de charbon. On peut faire autrement avec les énergies renouvelables, l'énergie solaire, etc. C'est la même chose pour la démographie. Je crois qu'on a indiqué tout à l'heure quelques pistes comme l'éducation des petites filles dans le tiers-monde. Voilà des pistes qui doivent être prises à un niveau, en effet, intergouvernemental, voire international. C'est pour ça que toute mesure de renforcement à la fois du pouvoir, mais aussi de la démocratie de l'ONU, est également quelque chose qui va dans le bon sens. Alors, vous voyez, Jimmy Gueux, gouvernement mondial, c'est pas toujours mauvais, hein. Alors, vous voyez, Jimmy Gueux, gouvernement mondial, c'est pas toujours mauvais, hein. Alors, vous voyez, Jimmy Gueux, gouvernement mondial, c'est pas toujours mauvais, hein. Ah, mais j'ai jamais prétendu que c'était mauvais. C'est l'usage que l'on va en faire et la façon de le structurer. Moi, ce qui m'inquiète, c'est monsieur le géologue. Oui, appelez-moi comme ça. Voilà. Oui, si on avait les petits papiers, on serait qui est qui. A parlé tout à l'heure prudemment du fait qu'on pourrait changer évidemment les voitures avec un autre procédé. Monsieur a fait allusion au fait qu'on pourrait rouler à mobilette, c'est vrai. J'ai parlé de la trilatérale Bilderberg CFR. Qui croyez-vous qu'il y a derrière? Un méga trust planétaire du pétrole, dont le patron est Rockefeller. On le sait parfaitement. On le sait parfaitement. Ben écoutez, on demandera un droit de réponse à Rockefeller parce qu'il faut qu'il l'ait, hein, quand même. Oui, oui, oui. Non, mais... La solution... C'est quoi la solution? La solution, elle existe à l'état potentiel dans les années qui viennent. Mais on ne l'appliquera pas. Pourquoi? Parce qu'une certaine mafia scientifique serre les vis. C'est l'antigravitation. C'est l'antigravitation. Attendez, alors Jimmy Gueux, on fera une émission là-dessus parce qu'on ne va pas partir de l'antigravitation maintenant. Je remercie Gérard Bardy d'être là. Gérard Bardy, vous êtes directeur de la rédaction du Pèlerin et vous avez entrepris une action avec Médecins sans frontières sur la Somalie. Bon, vous n'êtes pas les seuls, bien sûr. Enfin, vous l'avez fait, mais en quoi consiste votre action et en quoi elle est spécifique? Heureusement d'abord que nous ne sommes pas les seuls. Je voudrais dire un mot. Moi, je ne crois pas du tout à la fin du monde. Je crois que ce serait désespéré de l'homme d'abord. Et je voudrais dire aussi qu'il n'y a pas que Rockefeller qui a été mis en cause tout à l'heure, puisque j'ai assisté à l'émission, je tenais à le dire quand même. Il y a deux personnalités françaises, il y a M. Barr, il y a le ministre actuel de la Recherche, M. Curien, qui est un éminent scientifique. Et je crois qu'on ne peut pas jeter l'opprobre sur eux, alors qu'ils n'ont pas le moyen de répondre aujourd'hui. À leur place, je dis qu'il ne faut pas porter des accusations trop graves en l'absence des individus. L'opération Somalie, elle consiste, avec Médecins sans frontières, à collecter de l'argent, tout simplement. Dans cette période de fête, je crois qu'on peut, chacun d'entre nous, dégager un petit peu de bonne volonté, un petit peu d'argent, pour venir au secours des enfants de Somalie, de la population somalienne. Et notre opération consiste donc à apporter sur place des médicaments, car c'est ce qui fait défaut. Bon, André Lecossois, vous étiez très près de Jimmy Gueux, de la famille de Jimmy Gueux, et vous avez, je pense, une intuition, pour ne pas dire une impression très nette des raisons qui auraient pu l'amener à son cancer. Allez-y. Oui, là c'est plus qu'une intuition, c'est une révélation que je peux faire qui n'a rien d'officiel puisqu'il n'y a pas eu d'autopsie. Officiellement, il est mort d'un cancer. Officiellement, il est mort d'un cancer. Et il avait tous les symptômes, puis il avait le cancer. C'est ça. Bon. Mais comment a-t-il attrapé son cancer? Alors, comment a-t-il attrapé son cancer? Certainement pas de cause naturelle. Quelques jours après le décès de Jimmy, et quelques jours après sa mise en bière, Lucia, son épouse et sa veuve, avaient invité quelques amis à une petite réunion pour essayer de prolonger l'œuvre de Jimmy, en particulier pour essayer de trouver un moyen de faire éditer son dernier ouvrage qui s'appelait Terre, ta civilisation, Foulcan. Et comme tous les éditeurs refusaient ce manuscrit du temps du vivant de Jimmy, elle voulait absolument, et c'était tout à fait louable, que cet ouvrage paraisse. Donc on a été un certain nombre là à se retrouver chez eux, à la chaussée d'Ivry, en
grande couronne parisienne. Et puis, moi j'ai eu l'occasion, en tant que privilégié et qu'ami très très proche de Jimmy, de rester longtemps dans son bureau, de me noyer dans sa tonne de documents, d'ouvrir tous ses livres, de repalper un peu c'est ça, les traces du maître en quelque sorte, parce que Jimmy m'a toujours fait rêver et continue à me faire rêver par sa façon de travailler, par son imagination débordante et insatiable. Enfin, c'était vraiment un écrivain prolixe et fabuleux. Et j'ai eu l'occasion de fouiller un peu le bureau. Et à un moment, je ne sais pas, j'ai été pris d'une sorte d'intuition. Et j'ai regardé sous la chaise. Il avait une chaise, un fauteuil très confortable sur lequel il travaillait plus de 10 heures par jour attablé à son ordinateur. Et là, sous le croisillon qui permettait à l'assise d'être fixée, il y avait une barre métallique, à peu près de 10 cm, oui c'est ça, qui pouvait correspondre à ça, peut-être en un peu moins large, donc de la taille de cette télécommande là. Et puis, donc je l'ai mise de côté et je l'ai fait analyser par un ami qui était d'ailleurs aussi un ami de Jimmy. Je ne révélerai pas le nom de cette personne, qui est un scientifique en Europe et qui a sa réputation à tenir. Et s'il ne veut pas perdre son poste lui aussi, hélas, il est nécessaire de se taire. Mais après analyse... C'est pas Jean-Pierre Petit? Non, c'est pas Jean-Pierre Petit. D'accord. D'ailleurs, Jimmy et Jean-Pierre n'étaient pas spécialement amis. Ils étaient compagnons d'un même ouvrage, mais pas nécessairement amis. Et il s'est avéré que la barre en question était une barre d'uranium. Radioactive. Ouais, radioactive. Ce qui veut dire que pendant des semaines, des mois, peut-être des années, Jimmy avait sous les fesses, pendant qu'il travaillait, cette barre qui l'irradiait. Voilà. Donc le lien de cause à effet est très vite fait.